Je vais tout de suite laisser la parole à Yann Vadnet. Donc, Yann est étudiant à la maîtrise en études anciennes à l'Université Laval et il rédige un mémoire sur la place du discours sur la vertu et la réponse à Maxime dans l'œuvre de Thémistios et le rapport avec l'empereur Julien et son entourage. Mais il s'intéresse en particulier à la comparaison des conceptions impérialistes de l'Antiquité tardive avec celle de la Renaissance. Et donc, il alimente sa réflexion en travaillant à l'édition de 2 manuscrits inédits de Jean Tenot, dont on commence de plus en plus à exhumer et à éditer les œuvres. Et il se spécialise en histoire de la mémoire, en histoire des idées et en histoire des corpus littéraires. Donc, Yann va nous parler de la redécouverte de Jean Tenot et d'un texte qu'il va nous présenter à l'instant. À vous, Yann. Alors, bien, un grand merci à la Société de m'accueillir. C'est un grand honneur de vous présenter une année de travaux, finalement. Je vais vous parler de Jean Tenot, qui est un auteur qu'on redécouvre à peine, et de son épître en vers de Charles VIII à François Ier. La première chose qu'il faut savoir de ce monsieur, c'est qu'il était l'associé de François Demoulin de Rochefort, qui, à partir de 1500, est devenu le précepteur des enfants de Louise de Savoie, à savoir François d'Angoulême, le futur François Ier, et sa sœur, la future Marguerite de Navarre. Les deux hommes ont entretenu une longue amitié et collaboration ensemble. Jean Tenot, dont je vous parle, est l'associé de François Demoulin, qui avait un rang de noblesse beaucoup plus élevé, et c'était surtout lui qui avait des contacts avec l'entourage de la famille royale. Pour avoir une vue synoptique de cet auteur, les nombreux traits originaux de cet auteur, c'est le fait qu'il est une personnalité polymorphe qui a un grand potentiel de recherche, dont on peut voir à l'écran les références bibliographiques des principales recherches par rapport à ces aspects. On peut voir que certains de ces aspects, comme par exemple le fait qu'il a écrit son seul ouvrage imprimé un récit de voyage, ça a été le premier aspect qui a retenu la critique, alors que ce voyage était tout de même un pèlerinage religieux au nom de Louise de Savoie en Terre Sainte. On est quand même étonné qu'il n'y a pas plus de recherche sur le côté religieux ou la spiritualité de Jean Tenot. Ce qui a davantage retenu son attention, c'est plutôt le côté culturel, le fait qu'il est à cheval entre deux périodes. D'un côté, son écriture se caractérise par de nombreux traits de grand rhétoriqueur, mais de l'autre côté, il est un des premiers initiateurs de la première Renaissance française, notamment en traduisant un texte de Érasme. Il a été le premier auteur français à faire cela. Un autre aspect qui retient de plus en plus l'attention de son œuvre, c'est le côté mythologique, comme on peut le voir à l'écran. Cependant, bien qu'il parle beaucoup de mythologie ou de traités de sciences politiques, le côté poétique de son œuvre n'a pas du tout été abordé par aucun chercheur, puis ma communication aujourd'hui va surtout traiter de cela. Tandis que d'autres aspects, à savoir qu'il a été un des premiers auteurs français à introduire la Kabbale en France, a retenu l'attention depuis un bon moment. Et puis dernièrement, surtout, la place qu'il aurait eue dans l'inspiration de l'ésotérisme royal qui entourait François Ier, ce dont vous avez sans doute entendu parler. Un autre aspect très extravagant de son œuvre et de son associé, c'est le fait qu'ils avaient, c'est un petit peu de l'époque, vous allez dire, mais la place de l'astrologie. Certains de ces manuscrits inédits sont des chartes astrologiques de la famille royale. Alors que ce qu'on remarque aussi de cet auteur, c'est que d'autres aspects, comme le côté intercesseur, c'était quelqu'un qui avait des expériences mystiques, du moins c'est ce qu'il rapporte, soit avec des défunts ou des expériences religieuses. C'est un autre aspect qui n'a pas été abordé par son œuvre. En 2014, il a eu le premier colloque entièrement consacré à Jean Tenot, et ces actes de colloque ont été publiés l'an dernier. Un livre remarquable qui récapitule la plupart des traits originaux de Jean Tenot, sauf notamment l'écrit dont je vous parlerai aujourd'hui et sa fonction de poète. Alors c'est ce qui montre que j'apporte quelque chose de nouveau avec cette communication. Penchons-nous sur le personnage qu'on peut voir à l'écran, ici en habit de pèlerin lors de son voyage en Terre Sainte. Dans son récit de voyage ainsi que dans les Triomphes des Vertus, il raconte plusieurs de ses expériences religieuses au mont Sinaï, comme on peut voir ici dans une autre enluminure, un ange qui communique avec lui durant son sommeil. Enfin aussi, la même année
qu'il a publié l'Épître en vers dont je vous parlerai dans un instant. Il a publié un long poème de 3500 vers sur la Kabbale, c'était le premier écrit kabbalistique français, qui présente cet enlumineux. On voit ici Jean Tenot en communication avec le père de François Ier, Charles d'Orléans, comte d'Angoulême, et qui reçoit son message de l'au-delà et qui le transcrit, comme on peut le voir à l'écran. Alors, cette façon de procéder reviendra dans l'Épître en vers. Pour avoir une vue d'ensemble sur l'œuvre poétique de Jean Tenot, on peut voir que l'essentiel de sa production se situe en 1519-1520 et que c'est quand même une production significative, plus de 4700 vers. Il semble que celui qui est parti le bal, c'est son associé en 1516 qui a écrit un panégyrique remarquable pour François Ier de 232 vers. Lorsqu'on considère l'ensemble de son œuvre, on peut voir qu'elle s'étale d'environ de 1509 à 1521. Par la suite, il y a peu de choses et son récit de voyage, qui a été publié à partir de 1525, était déjà écrit. Alors on peut voir qu'il y a quand même une coupure, tout comme dans la production littéraire de son associé François Demoulin de Rochefort, à partir de 1520, ça se tarit. Alors il y a sans doute des explications familiales et politiques à cela. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que l'essentiel des œuvres majeures de Jean Tenot sont le Triomphe des vertus, l'Épître en vers et les écrits kabbalistiques. Tous ces ouvrages sont dédiés à la famille royale. Alors on peut voir qu'à cette époque, à quel point le statut de l'écrivain était différent de nos jours. L'ensemble de sa production a été soumise au mécénat de Louise de Savoie et par la suite du roi François Ier. Le thème des triomphes des vertus, évidemment, était très présent dans la scolastique depuis saint Thomas et puis par la suite dans la culture française, qu'on peut voir ici avec le tombeau de Louis XI. Jean Tenot en a fait toute une mystique, si on peut dire, en associant chacune des grandes vertus à la famille royale. Par exemple, en associant prudence à Louise de Savoie, la force ou le courage à François Ier, la justice à son fils François de France et la tempérance à sa femme Claude de France. Au début du XVIe siècle, comme on peut le voir, surtout dans l'entourage de la famille royale et sous le mécénat de Louise de Savoie, les auteurs ont une culture commune qu'ils partagent, comme on peut le voir ici un petit peu à l'écran dans la façon qu'ils concevaient leur œuvre, que c'était pas pour le grand public. C'est d'ailleurs le cas de Jean Tenot, l'ensemble de ses productions sont manuscrites, quoiqu'il ait d'excellents et très beaux manuscrits royaux. On ne peut pas vraiment en déduire qu'il y a eu un grand lectorat à ses ouvrages. Si on revient à la vue synoptique de son œuvre, on peut s'apercevoir que Jean Tenot commence à être édité, mais on a atteint quand même 1900 pages d'édition moderne de ses œuvres. Sur les 1100 feuillets qu'il existe, alors plusieurs de ses écrits restent à découvrir. Celui dont je vais vous présenter doit être situé dans son contexte historique pour le comprendre. D'abord parce que l'Épître en vers annonce deux choses, à savoir que François Ier était dédié supposément à devenir empereur du Saint-Empire germanique, et d'autre part que sa fille avait atteint la béatification, puisque Louise de France est morte à 4 ans. Alors reportons-nous en 1518. Ce qui amène un rayon de soleil dans la famille royale, c'est que finalement il y a un fils aîné qui naît le 28 février 1518, François de France, et là, c'est obscurci en fin d'année par le décès de Louise de France. Cela brouille beaucoup les cartes, pour ainsi dire, au niveau politique, parce qu'elle était déjà promise à Charles de Habsbourg, qui, quelques mois plus tard, deviendra l'empereur du Saint-Empire romain germanique. À cette époque, sitôt un mariage défait, on remaniait les cartes politiques, et puis 2 semaines plus tard, sans grand sentiment, c'était au tour de François Ier d'être promis à Marie Tudor, la future reine Bloody Mary d'Angleterre. Et là aussi, le mariage ne se concrétisera pas, mais c'est important à comprendre pour voir où s'en allait l'écrit. Ensuite de ça, c'est la grande année des 2 écrits que je vous parle aujourd'hui, c'est 1519. La justification de l'écrit, c'est que Maximilien Ier est décédé, et que suite à ça, Jean Tenot a eu une vision qui, selon lui, était pour amener François Ier à la fonction d'empereur. Alors, cette vision, il l'a reçue, comme on peut voir ici, j'insiste, je suis le premier à le remarquer. Dans son poème, il dit bien qu'il a eu sa vision un 20 février. Mais si on consulte le journal de Louise de Savoie, on s'aperçoit que le 20 février 1519, il a eu une réunion très importante. Madame avait fait un festin pour son fils et pour son lieu de naissance, à Cognac même. Alors on peut très bien imaginer que Jean Tenot ainsi que François Demoulin de Rochefort étaient présents avec la famille royale. Et puis, un jour avant le festin du 21 février, Jean Tenot aurait eu sa vision.
5 mois plus tard, il a remis son écrit à Louise de Savoie en vue qu'il soit lu par François Ier, c'est-à-dire au mois de mai 1519, le 1er mai 1519. Alors, un autre événement célèbre s'est produit la journée d'après, vous êtes sans doute au courant, c'est la mort de Léonard de Vinci, mais ça montre un petit peu dans quel entourage baignait cet écrit. Là, c'est sûr, pour pouvoir récupérer la couronne impériale, ça prend l'accord des 7 électeurs, traditionnels depuis environ 400 ans. Il est tellement étonnant de croire que François Ier ou son entourage ait pu espérer décrocher cette couronne, puisqu'après tout, il n'y avait pas eu de roi français empereur germanique depuis Charles III le Gros au 9e siècle, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce qui a amené François Ier à rivaliser avec Charles Quint pour décrocher cette couronne? C'est sûr, cela a dû nécessiter de nombreux investissements financiers pour amadouer les électeurs, mais cela n'aura pas suffi. Et puis alors, c'est dans ce contexte qu'il faut lire l'Épître en vers, qui se situe entre le décès de Maximilien Ier et le 28 juillet, un mois et demi avant l'élection de Charles Quint. Alors, on est toujours dans l'espérance que François Ier deviendra, on ne sait comment, empereur d'Europe. Alors, l'ensemble de l'ouvrage que je vous présente baigne dans cette ambiance. L'ouvrage est surtout divisé en 2 parties. Finalement, l'Épître en vers est la partie finale. Le tout commence par une lettre de présentation à Louise de Savoie, composée au nom de la muse Clio. C'est suivi par une brève pièce musicale, un très court intermède en latin, et ensuite l'Épître en vers de 602 vers, inspiré à Gentenaud par Charles VIII, depuis l'au-delà, pour s'adresser à François Ier, pour le convaincre de passer aux actes et essayer de décrocher cette couronne. L'Épître en vers elle-même est divisée en 3 parties. La première et la troisième partie sont des exhortations de Charles VIII pour que François Ier se reconnaisse dans cette fonction et puis tente d'y parvenir. Tandis que la seconde partie, qui a surtout retenu l'attention des critiques, c'est un tableau de la béatification de la princesse Louise dans l'au-delà. J'y reviens avec un extrait. L'Épître en vers commence, la voici, elle commence comme cela, avec un grand F et un autre symbole que vous reconnaissez tous. C'est bien sûr la salamandre qui aura une grande place dans la symbolique de François Ier, et ce, dès l'automne suivant. Parce que dès l'automne suivant, à Chambord, les travaux du château de Chambord commencent, et c'est en ce lieu que l'associé de Gentenaud, François de Rochefort, devient le grand aumônier de François Ier. Tout ça, c'est à prendre en compte. Cette symbolique des lettres, on peut la retrouver dans d'autres écrits antérieurs de Gentenaud, ici des traductions de Saint-Jérôme, où on retrouve le F emblématique, qui lui aussi, à Chambord, aura tout un avenir. L'écrit en tant que tel commence par Clio, qui s'adresse ainsi à Louise de Savoie. Elle dit « J'ai mûrement réfléchi qu'il n'était pas chose malséante à mon influence, ni impertinente, odieuse ou importune à l'instinct maternel de votre dignité maternelle, de vous présenter, princesse magnifique, la lecture de l'épître suivante adressée à vous au nom du très redouté de votre fils, et c'est signé Charles VIII. Clio, la muse, poursuit en disant « D'ailleurs, quiconque me demanderait par quel motif ce petit ouvrier rural et champêtre, c'est la façon que Gentenaud se plaît à se décrire lui-même, n'ayant aucune connaissance des autres entreprises des princes, comment celui-ci aurait pu écrire une telle missive au nom de Charles VIII, défunt dans l'au-delà. » Puis elle continue l'histoire, c'est que finalement il s'est endormi ce 20 février près d'un ruisseau, et dans son rêve, le dieu des rêves, Morphée, lui a représenté avec tellement de vivacité le simulacre et l'image très semblable du défunt roi Charles VIII, qu'il lui fut fermement avis que ce bon roi lui commandait de prendre de l'encre, une plume et du papier pour vouloir avertir de son bon désir, par écrit son cher parent et moderne successeur, que finalement il était destiné à recevoir la couronne impériale. Et on voit ici Gentenaud comme s'il est inspiré par Charles VIII. Alors Clio prend la peine de rementionner que ça s'est bien passé un 20 février et ce ne peut être que en 1519, sinon ça n'aurait aucun sens l'année suivante ou l'année précédente, et que cet ensemble d'écrits a été remis au calende du mois de mai, c'est-à-dire le 1er mai. Après son épître, Gentenaud a rajouté une autre pièce qui supposément cette fois-ci aurait été composée non seulement par Clio mais par toutes ses sœurs, c'est-à-dire l'ensemble du chœur des muses. C'est très intéressant ça, cette petite pièce qu'il appelle un motet, parce que ça montre que l'épître doit être précédée par cette pièce qui doit être jouée par des musiciens et chantée. Alors c'est très intéressant de voir le côté performatif de cet écrit.
C'est suivi par l'intermède en latin, et puis finalement l'épître en vers, où Charles VIII dit très clairement « Mon cœur fut pris d'une ardeur souveraine de parvenir comme un preux guerroyeur au plus haut degré et titre d'empereur. » Et puis, à plusieurs reprises, il met au défi François Ier en lui disant, par exemple, « N'as-tu point un prétexte et une belle occasion de faire une rude et âpre invasion sur cet empire et d'espérer y parvenir ?» Charles VIII continue en lui disant « Je n'étais que la figure, mais toi, François Ier, tu en es l'effet. Je fus précurseur en t'attendant de naître. J'étais la voix, mais tu seras le maître. » Et puis, Tonneau, s'amusant un peu, considère son écrit comme quelque chose de prophétique, comme un pré-savoir. L'histoire lui démontrera le contraire. Ensuite vient la scène de la béatification de la princesse défunte Louise de France. J'ai tenté de faire ici un montage à l'écran avec Saint-Michel, si on veut. Alors, à un moment donné, Jean Tonneau, dans sa vision, voit dans l'au-delà la venue au paradis du petit enfant Louise de France. Et puis là, il entend les paroles de Saint-Michel qui dit « François Ier de ce nom, roi gallique, père mondain de cet esprit cosmique », c'est une façon de désigner ici Louise, la petite, « se fera tant des hommes honorés qu'on le verra empereur couronné. Voilà comment je sais qu'il plaît à Dieu lui-même que de l'empereur tu possèdes le lieu. » Alors, c'était, semble-t-il, la façon de convaincre un François Ier. Par la suite, Charles VIII revient avec ses exhortations. Il lui dit, à titre de parent, qu'il doit cesser de différer, qu'il doit même commander des lances et des dards, faire assembler tes formidables mercenaires et mettre au vent tes bannières et tes enseignes. Voilà pourquoi je ne vois plus rien qui te détourne de l'Empire. Poursuis-le donc, si de régner en empereur il te chauffe, et bats le fer pendant qu'il est chaud. Car qui, à présent, te serait dommageable? Et c'est là que ça devient très intéressant qu'on quitte un petit peu le domaine de la littérature pour le domaine de la politique. Parce que Charles VIII ou Jean Tonneau poursuit en faisant une analogie avec le fameux massacre de l'élite romaine en 88 avant Jésus-Christ par le roi du Ponte, Mithridate. Alors, en une journée, il y avait une opération militaire sans que personne ne le sache, et le même jour, des milliers de Romains avaient été assassinés. Alors, c'est très étonnant qu'en fin du poème, après avoir exhorté de toutes les façons possibles François Ier à entreprendre des actions concrètes et même militaires, je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence, mais il l'encourage quasiment à faire un massacre, sans doute bien ciblé sur des personnalités politiques, mais pour accélérer ou carrément s'emparer de la couronne impériale. Alors, qu'est-ce qui ferait qu'un simple cordelier, un homme religieux, soit amené à faire de déclarations qui le dépassent complètement? Je pense que c'est dû à son association avec François de Moulins, qui était une personnalité politique, et sans doute d'autres personnages de l'entourage royal qui inspiraient ou qui dirigeaient Jean Tonneau, qui avait un talent littéraire, mais qui ne pouvait pas à lui seul promouvoir l'ensemble de ses idées. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, François de Moulins est devenu le grand aumônier en 1519 à Chambord même. C'était un poste très important qui avait un rôle qui touche beaucoup aux finances, ce qui démontre l'importance de ce personnage. Et puis, pour montrer à quel point Jean Tonneau, entre les deux copains, était celui qui était beaucoup plus talentueux d'un niveau littéraire. Peut-être savez-vous que François de Moulins a écrit plusieurs petits manuscrits, on dit une douzaine, une quinzaine, mais la plupart d'entre eux ont simplement quelques pages, alors que la production littéraire de Jean Tonneau est beaucoup plus vaste. Et puis certains thèmes qu'on retrouve d'abord en latence chez François de Rochefort se développent pleinement ensuite de ça chez Jean Tonneau, comme on peut le voir aussi dans la revue récapitulative de leurs œuvres mutuelles. Alors, je conclus en vous disant où j'en suis rendu dans mes recherches, c'est que selon moi, cet auteur a énormément de potentiel. De nouveaux écrits qui avaient aucunement retenu l'attention, comme l'Épître en vers, s'avèrent beaucoup plus riches qu'on pourrait le croire de prime abord. Non seulement c'est quand même bien écrit, il y a toutes sortes de comparatifs à faire avec la littérature de l'époque, mais aussi cet aspect politique, les idées sous-jacentes, puis le fait que nous avons comme une voix de l'intérieur qui nous provient de l'entourage royal immédiat est au plus haut point fascinant et digne de recherche future. Sur cela, je vous remercie. Merci beaucoup, Yann. Merci pour cette
redécouverte, magnifique présentation et de Jean Tenot et de cette épître en vers qui suscitera sûrement beaucoup de questions et d'interventions de la part de notre audience. Merci, Anne.